Une vieille légende urbaine dit qu'il existe un moyen de faire une invocation de Bab Zombie. Pour cela, il faut se placer devant un poster de Retour vers le futur pour entrer en contact avec les années 80, époque où demeure son esprit. À l'aide d'un comics consacré à la Black Widow, mais ça marche aussi avec une photo de Scarlett Johansson, me demandez pas pourquoi, mais également d'un poil de cul de marmotte. Il est possible d'entrer en contact avec lui en prononçant 3 fois son nom devant l'affiche du film. Mais attention aux malheureux qui n'auraient pas de quoi sustenter sa fin de vintage. Il pourrait le regretter amèrement, car la malédiction qui s'abattrait sur lui serait terrible. C'est complètement stupide cette histoire. J'ai bien envie d'essayer pour voir. Voilà la représentation de Scarlett. Et le fameux poil de cul de marmotte. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour récupérer ce poil. Bob Zombie. Bob Zombie. Bob Zombie. Tiens Fred, quel bon vent t'amène? Bah, je voulais essayer l'invocation de zombie pour voir si c'était une légende urbaine. Tu aurais mieux fait de m'appeler sur Skype ou Messenger, hein. Ça demande moins de préparation. Hein. Tu peux pas savoir comment j'ai galéré pour choper une marmotte et lui arracher... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Eh oui, eh oui. Bon, mais si tu as su faire l'invocation, tu sais aussi quelle en est la contrepartie. Ah ben non, moi je pensais que ça marcherait pas. Le fait est que pour avoir réalisé ce rituel, tu dois à présent me faire une offrande. Une offrande? Mais tu parles de quoi? Une offrande vintage. Tu m'offres un bouquin ancien, un truc bien vintage, sinon une malédiction implacable s'abattra sur toi. Et c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment une malédiction, hein. Je préfère te le dire, hein. Tu plaisantes? Quoi, j'ai la tête d'un mec qui plaisante? Ah, je sais pas, tu portes un masque. Puis quand même, on est entre potes, t'es pas obligé d'appliquer le règlement. Oh là là, mon petit Fred, je peux pas te faire une fleur, hein. Tu sais qu'on est vachement surveillé ici. Ça serait que de moi, ça passerait, mais je suis pas tout seul. Et les mecs qui tiennent la boutique, ils sont très à cheval sur le règlement, hein. Et si je fais pas mon quota de damnation, ils vont encore faire la gueule. Ok, je dois bien voir un truc. Attends un peu. Tu coupes pas, hein? Tu restes en ligne. Bah non, je suis là, tu m'as invoqué, je reste. Bon. Martine Hélène Cadichon. Non mais ça va pas. Oh. Non, c'est pas vintage. Bah non, c'est pas vintage, non. Milou au cirque. T'es sérieux, man? C'est pas vintage non plus. Non, c'est pas... Bah non. Ah tiens! Oui, je suis tout oui. Le Strange numéro 136 avec Hulk, Ant-Man et Iron Man. Ça te va? Ok, fais péter. Tu me fais une présentation du bouquin et tu t'appliques s'il te plaît. C'est ça l'offrande? Bah oui, c'est ça l'offrande. Mais c'est nul! Je peux pas avoir ton bouquin, je suis dans une autre temporalité. Allez, envoie le bousin. Ok, je vais t'en parler de ce Strange. Mais d'abord, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Aujourd'hui, pas de nouveauté comics, ni du franco-belge, mais du vintage. En effet, je vais vous parler d'une histoire extraite du Strange numéro 136 du 5 avril 81, où Iron Man, dans un combat contre Hulk, se retrouve coincé dans son armure et il ne doit son salut qu'à Ant-Man. Ce dit en passant, Iron Man, il lui a bien atomisé la gueule à Hulk pendant ce combat. Dans cette histoire, on a droit non seulement à une visite guidée de l'armure d'Iron Man, mais en plus une course contre la montre, puisque Ant-Man va devoir délivrer Tony Stark de l'emprise de son armure, puisqu'il est coincé après le combat contre Hulk. Et il y a du suspense quand même. Hein. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va pas mourir? Est-ce que Ant-Man va y arriver? Tout est dans l'histoire. Tout. Mais ça, c'est après. Après.
Loin d'être un événement pétri d'adulation populacière, comme la naissance de Spider-Man par exemple, la première apparition du docteur Henry Pym est un début discret pour un homme destiné à devenir un des membres fondateurs des Avengers. Créé par Stan Lee et Jack Kirby, Pym apparaît en janvier 1962, c'est-à-dire bien avant Hulk, Spider-Man ou Thor, dans l'une des 4 histoires de Tale to Astonish numéro 27, appelée L'homme dans la fourmilière. Pym invente une potion rapetissante et se trouve réduit à la taille d'un insecte. Ce personnage est peut-être inspiré du film de science-fiction de 1957, L'homme qui rétrécit. Pour les collectionneurs désireux de mettre la main sur ce comics, sachez qu'il vous faudra débourser quelques 7000 $. C'est quand même aussi inconscient que de débourser 38 € pour une place de concert de Jul. En septembre 1962, nous assistons à la seconde apparition de Ant-Man dans le Tale to Astonish numéro 35, où il devient officiellement pour la première fois l'homme-fourmi. Ce héros sympathique connaîtra au départ une relative prospérité populaire, comme en connut la ville de Bourges jusqu'au XVIe siècle. Fasciné par les fourmis, Hank Pym finit par concevoir un casque cybernétique qui lui permet de communiquer avec elle, ainsi qu'un costume de protection qui, ma foi, est aussi déprimant que le rayon pesticides du monsieur bricolage de Saint-Pierre-en-Faucigny. En juillet 1963, il aide Janet Van Dyne à devenir la guêpe dans Tale to Astonish 44. Les lecteurs lugiens ont pu lire cette histoire en 1984 dans le Strange Special Origins 178 bis. Bien évidemment, il faut évoquer l'Avengers numéro 1 de septembre 1963, où Hank Pym intègre les Vengeurs comme membre fondateur avec Janet, belle et sans artifice comme une rose pâle au soleil de juin. À l'instar d'un adolescent qui voit son corps lui échapper et se métamorphoser en un corps étranger velu acnéen alors que s'estompe l'enfance, en novembre 1963, Hank Pym grandit et devient Giant Man dans le Tale to Astonish 49. Mais ce personnage ne finit pas de changer, puisque dans l'Avenger 28 de mai 1966, Hank prend le nom de Goliath, affublé d'un body en jersey bleu et d'un cache-bonbon jaune lui maintenant les pruneaux chauds. En novembre 1968, il crée un sinistre androïde, Ultron, dans l'Avenger 58, et cette triste expérience va le faire tomber dans la déprime et devenir pourpoint jaune en décembre 1968 dans l'Avenger 59. Enfin, il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, l'année 1969 s'ouvre avec le mariage de Hank et de Janet dans l'Avenger 60 que les lecteurs lugiens ont pu lire en janvier 88 dans le Strange Special Origins numéro 217. Au fil des comics, Ant-Man a bel et bien acquis un statut de héros à part entière, un peu comme moi en 1991, mais ça c'est une autre histoire. Lorsqu'on a relu l'histoire avec Bob Zombie pour préparer cette vidéo, on s'est posé une question. Pourquoi Ant-Man n'a-t-il pas plus été exploité dans les récits Marvel? En lisant l'histoire, on s'est aperçu que finalement, Ant-Man, il jouait le rôle de troisième couteau. Il avait un rôle secondaire. Et ce rôle secondaire, il est expliqué de manière mais vraiment très précise à la page 31 de l'histoire. C'est lorsque Ant-Man a pu sauver la vie de Tony Stark en déverrouillant l'armure d'Iron Man. Ça se termine comment? Ça se termine par une poignée de main. Juste ici. Et il lui dit, Homme-fourmi, je ne sais comment te remercier. Et l'autre lui répond, en restant en vie. Et, Ant-Man, c'est le créateur d'Ultron. Il doit avoir des histoires, des aventures un peu plus conséquentes que ce rôle de faire valoir. Et en plus, après, avec Bob Zombie, on s'est amusé à recenser le nombre d'histoires, de récits, ou d'aventures, comme vous voulez, qui mettaient en scène Ant-Man. Il y en a 3. Il y a celle-ci. Il y a le Strange numéro 155. Et il apparaît aussi dans une des aventures des Fantastiques, le Micro-monde de Fatalis. Il est là, Ant-Man. Je trouve que, à l'époque des éditions Lug et des Strange, en fait, Ant-Man, il était sous-exploité. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et maintenant, avec le recul, quand j'ai lu les histoires quand j'étais gamin, ça me faisait plaisir de le voir. Mais là, avec le recul, je me dis, ce personnage a été sous-exploité. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un personnage à fort potentiel. C'est un personnage qui me fait penser aux vieux films où on voyait quelqu'un subir une transformation extraordinaire comme L'homme qui rétrécit, L'aventure intérieure, avec ses décors surdimensionnés et ces personnages
tout petit qui était livré à des aventures extraordinaires. Et Ant-Man, il représente tout ça à la fois. Et je trouvais que maintenant, avec le recul, tous les récits que j'ai pu lire où il intervenait, enfin les quelques récits où il intervenait, eh bien, il n'était pas mis en avant et il n'était pas positionné à sa juste valeur. Les costumes criards qu'il porte tout au long de ses aventures pour incarner ses différentes identités cachent une âme tourmentée. Car pour Pym, les événements seront durs comme les œufs. À la mort de sa femme, Maria, il jure de combattre l'injustice. Il invente alors les particules Pym pour servir sa cause et combat les super-vilains comme membre fondateur des Vengeurs. Aux côtés de sa nouvelle compagne, la Guêpe. Il faut faire quelque chose de bien dans sa vie, telle est la maxime de Jean-Claude Van Damme que l'on peut appliquer à Ant-Man. Il a envie de bien faire le gars, mais frustré d'être un super-héros de taille d'un insecte, il adapte sa formule pour devenir Giant Man, puis Goliath, et Pourpoint Jaune. Alors si en comics les costumes passent relativement bien, en vrai, ça donne rien du tout en convention. C'est chelou. Mal à l'aise dans son rôle de héros, il essaye la robotique, créant accidentellement Ultron, le robot meurtrier. Il finit par quitter Janet et les Vengeurs, mais son esprit troublé est aussi à mettre en relation avec son changement de taille. Au fur et à mesure de ses ingurgitations de gaz, Ant-Man commence à errer dans les remous d'une psychose malsaine. Petit à petit, il s'égare de Montparnasse. Hank se montre instable comme ses particules, tiraillé entre les sentiments qu'il a toujours pour son ex-femme et la culpabilité d'avoir créé le génocidaire et sinistre cuistre Ultron, l'un des pires ennemis de l'humanité après Steve Jobs et J.K. Rowling bien sûr. C'est au cours d'une malheureuse expérience avec un nouveau gaz que la personnalité de ce monotone quadragénaire, de type romorantin, va changer brutalement. Un changement de personnalité qui le rend amnésique, comme certains hommes politiques au moment de leur procès. Sous l'identité de Pourpoint Jaune, il épouse Janet. Et là, on pourrait dire que c'est cool, mais son instabilité et ses accès de violence finissent par mettre un terme à son mariage et à sa carrière au sein des Vengeurs. Moment aussi douloureux que la fin des Spice Girls. Ainsi, Hank Pym est un héros très intéressant. Il a une patine parce qu'il a été malmené par les événements et les circonstances. Mais bon, cela ne justifiait pas de lui infliger un tel costume. Outre le fait qu'avec Bob Zombie, on est vu que Ant-Man, il était dans les comics relégué au rang du troisième couteau, etc. Qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur. Moi, j'ai trouvé, et je sais que ça va faire bondir quelques-uns derrière leur écran, ils vont me détester, je vais recevoir des lettres de menaces, des lettres d'insultes, mais je m'en fous, je dis ce que je pense, parce que moi, c'est vraiment deux films que j'ai beaucoup appréciés au cinéma, et les deux films sur Ant-Man, moi, je les ai trouvés bons, parce qu'ils remettaient Ant-Man sur un pied d'égalité avec les autres héros, même s'il y a des incohérences comme... parce qu'on ne le voit pas créer Ultron, etc. Ok. Mais le personnage d'Ant-Man dans ces films, avec les moyens technologiques que les studios ont maintenant, eh ben, Ant-Man, il a pris de l'ampleur, il a pris de la puissance. Et moi, j'aime beaucoup ce personnage parce que, étant gamin, en lisant les BD, il me faisait rêver. Et de voir ce héros qui était finalement sur des planches, le voir sur grand écran et voir ce qu'ils en ont fait, ben moi ça m'a beaucoup plu. Et je dois dire que ces deux films-là, ils sont pas dégueulasses et ils rendent un bel hommage à Ant-Man. Ça a été vraiment très réussi ces deux-là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais remercier 1000 fois Bob Zombie de la chaîne Amazing Geek pour cet incroyable featuring dans cette vidéo. Merci pour ta disponibilité, merci pour ta gentillesse et ta générosité. Je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne, la chaîne Amazing Geek de Bob Zombie. Si vous aimez les comics vintage, l'humour décapant et des vidéos sans prise de tête, avec un maximum de fou rire, cette chaîne est faite pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera plaisir. Et en attendant, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez plein de comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao. Bon, on va y aller maintenant. C'est l'heure. Bien, maintenant tu vas me parler du reste du contenu en un seul mot de ce Strange. Ah, c'est bon, ça m'amuse plus ce petit jeu. Et en plus, la vidéo, elle commence à devenir longue. Comment? Tu oses défier la malédiction qui plane sur toi? Allez, c'est bon. Ouais, moi je me casse. Tu me gaves avec ta malédiction à 2 balles. Hein.
Eh bien, soit, petit homme. Par le pouvoir de Tati Daniel, de Nabila et de Frank Miller réunis, je te condamne à prendre ma place dans ce cadre, aussi étroit qu'un appartement à Paris, et à porter le masque grotesque de l'anonymat, jusqu'à ce qu'un autre inconscient vienne te délivrer de ta prison. Pourquoi est-ce qu'il fait tout noir d'un coup? Eh mais attends, je suis plus chez moi? Ça sent la croquette ici. Et c'est quoi le truc qui me colle au visage? Ah ça y est, je vois de la lumière là-bas. C'est quoi cette histoire?